Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau vélo podcast, le débrief de la 11e étape du Tour de France avec l'arrivée à Moulins, une étape entre Clermont-Ferrand et Moulins et une victoire. C'est une surprise, une victoire de Jasper Philipsen de la Alpecin de Koenig. Pour en parler avec moi, Étienne Gourceau des Déco du Sport. Salut Étienne. Salut Guillaume. Effectivement, nous avons eu un suspense insoutenable sur les routes du Tour de France et sur les routes de Moulins aujourd'hui. Ravi de pouvoir débriefer cette étape palpitante avec toi. Ouais, et merci d'être avec moi. Merci d'être avec moi pour donc cette victoire de Jasper Philipsen à Moulins. Bon, voilà, une étape qui peut se résumer un petit peu au sprint qu'il y a eu, tout simplement. C'est un petit peu ça. Hein. Malheureusement, le scénario d'étape a pas été si dingue. On a vu une échappée partir devant. On n'a pas vu grand chose d'autre en fait, tout simplement. OSS 217, comme l'a si bien nommé Alex Pasteur durant toute l'étape du Tour, a tenté de faire quelque chose avec ses deux compagnons d'échappée, mais on la connaît, la logique des baroudeurs sur les étapes de plaine sur ce Tour de France. Ça va jamais au bout. Ils ont été courageux, mais la loi implacable du sprint a encore été là sur ce Tour de France. Ouais, avec donc cette victoire de Jasper Philipsen. On rappelle pourquoi OSS 217. Eh ben tout simplement, c'est le numéro 2 dossard de Danielos, l'italien de la Total Energy, qui était en échappée avec Andrei Amador, et puis l'Erka Samsic de service, comme d'habitude, Mathis Louvel qui était présent donc dans cette échappée. Une échappée qui s'est mise en route rapidement dans les premiers kilomètres et qui n'a pas compté plus de 2 minutes d'avance, il me semble. C'est monté à, alors d'après Pro Cycling Stats, c'est monté à pas loin de 3 minutes 30 au bout de 20 km. 3:30. Puis le peloton a sifflé la fin de la récré, c'est vite redescendu à 2 minutes. Puis après, inlassablement, 1:30, 1 minute, 1:30, 1 minute, 50 secondes à 90 km de l'arrivée. On n'avait pas envie de laisser s'échapper les trois personnes à l'avant aujourd'hui, clairement. Ouais, clairement, on voulait une étape au sprint, une arrivée au sprint. Bon, en même temps, c'était la seule occasion pour les sprinteurs de la semaine, puisqu'il y a une étape pour baroudeur hier, il y aura une nouvelle étape pour baroudeur demain, et ensuite il y aura un triptyque en montagne avec notamment le Grand Colombier vendredi pour le 14 juillet. Bon, voilà, on voulait pas la laisser s'échapper. Et puis, bon, on va dire que c'était un peu la dernière étape pour aller tenter de revenir sur Jasper Philipsen au classement par points. Et là, on verra que c'est mort. Voilà, tout simplement, c'est mort, le classement par points. Si Jasper Philipsen n'abandonne pas ou n'est pas hors délai d'ici Paris, le maillot vert sera pour lui. Étienne, on commence comme d'habitude avec le podium de l'étape. Dis-moi, vas-y, donne-moi ton podium, donc ton top 3 un peu de cette étape, si t'arrives à trouver toi 3 points. Avant de commencer sur le top 3, vas-y. On est quand même à l'aube d'un potentiel immense braquage si Philipsen venait à abandonner, parce que le deuxième du classement par points, c'est Brian Cocard. Bon, il possède que 19 points d'avance sur Mats Pedersen. Mais si venait arriver malheur à Jasper Philipsen, on pourrait avoir un Français en vert à Paris. Ouais, alors braquage, bon, peut-être pas braquage, mais en tout cas, il y aurait une belle bataille avec Mats Pedersen, hein, parce que les deux, ils ont 19 points d'écart au classement pour la deuxième et la troisième place du classement par points. Wout van Aert, on sait pas s'il va aller à Paris, bon, on le compte pas trop dans le décompte, mais Wout van Aert, il est quatrième de ce classement par points à 58 points de Brian Cocard. Bon, on va voir, mais ça, pas tout de suite. Laisse-nous un peu de quoi parler hein, pendant ce podcast, Étienne. On va commencer avec le podium, vas-y. En numéro 1, Jasper Philipsen, imbattable. On l'a encore vu, le Belge, 4 victoires. Battu seulement sur un sprint qui ne convenait pas. Et encore, il a fait la horrible place de deuxième qui doit être une vraie ignominie pour lui cette année. Je dirais qu'en numéro 2, le courage de Daniel Oss qui a joué le jeu jusqu'au bout. On l'a vu alors que Mathis Louvel, puis 3 km plus loin, Andrei Amador renonçait. Il s'est pas dégonflé. Lui qui est habitué à emmener Peter Sagan, que ce soit à la Bora ou maintenant à Total Energy, le plus loin possible sur les classiques pavés. Là, il a eu sa carte, il a tenté sa chance. On a vu quand même, il a encore montré une nouvelle fois que c'était un sacré coursier, Guillaume. Et en 3, j'ai envie de dire que Jasper Philipsen, il s'est trouvé encore une fois beaucoup de coéquipiers aujourd'hui. Il avait les coéquipiers de la Soudal Quick Step, puis il avait les coéquipiers de la Team DSM, puis il a même eu les coéquipiers de la Jumbo Visma.
Donc franchement, Mathieu Van Der Poel, il pouvait se relever ça aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, on va en parler de Mathieu Van Der Poel, on va en parler, on a une explication du pourquoi il n'était pas à travailler pour Jasper Philipsen pour ce sprint. Mon top 3, c'est bien évidemment la victoire de Jasper Philipsen, encore sans rival et puis tout seul pour s'emmener dans ce sprint, j'ai envie de te dire, il a suivi les bonnes roues pour aller gagner sa 4e victoire d'étape en 5 sprints. Mon deuxième point. La pluie. Non, même. Il a plu sur la route du Tour. Ouais, mais de là en faire un point, non, franchement, non. Mon deuxième point, ça va être que Mathieu Van Der Poel, en fait, il est malade. C'est l'explication de Jasper Philipsen au micro de France Télévisions après la ligne d'arrivée. Donc, on va en parler un petit peu. On va essayer de développer un petit peu, ça va être ton avis, les 2 points vont être regroupés dans le sprint de Jasper Philipsen. Alors non, tu sais quoi, je vais me changer en direct, je vais le changer mon podium, ça va être ça, la victoire de Jasper Philipsen tout seul malgré Van Der Poel malade. Le deuxième point, c'est pourquoi on emmène Jasper Philipsen sur un plateau, tout simplement. Pourquoi? Ça va être ça le deuxième point. Et le troisième point, c'est Wout van Aert. C'est décidément pas un vrai sprinter, un pur sprinter. Il sait pas, il est emmené parfaitement par Christophe Laporte et il est encore enfermé dans ce sprint. Donc voilà, je voudrais qu'on en parle un petit peu. De toute façon, ces 3 points vont se concentrer autour de ce sprint final, donc à Moulins, avec l'arrivée à Moulins et la victoire de Jasper Philipsen. C'est le point numéro 1. Étienne, c'est notre point numéro 1 en commun. Bon, tout à fait. 5 sprints, 4 victoires. Comment faire autrement? Et puis 4 sprints pour lui, 4 victoires, surtout parce qu'à Limoges, on sait que c'était plus destiné à des Mats Pedersen ou à Wout van Aert. Ouais, mais il fait deuxième. Il fait deuxième. Donc c'est te dire la puissance du garçon sur ce Tour de France. Guillaume, il est vraiment 2 jambes au-dessus de tout le monde. Il est impressionnant, il n'y a rien à dire. Là, il a su se débrouiller tout seul. Il a pris la bonne roue. Il a vu que Groenewegen faisait une grosse remontée dans les 500 derniers mètres. Groenewegen lance. Enfin, c'est presque l'impression qu'il saute son petit frère, finalement. C'est terrible à dire ce que je dis, mais s'il est dans la roue, c'est un peu comme quand tu fais les pancartes face à quelqu'un qui est beaucoup moins fort que toi. Ouais. Il lance, tu sais que tu vas le choper à 150 mètres de la pancarte. Il sait qu'il va choper Groenewegen, il le passe. J'ai même pas eu l'impression qu'il ait eu à forcer, quoi. C'est terrible pour les autres. Ouais, et puis en plus, c'est un sprint qui est emmené assez normalement. T'as les équipes qui tentent de s'organiser, et puis en fait, même en sautant de roue en roue, de train en train dans ce sprint final, il arrive à gagner, en fait. Il arrive à gagner et c'est désespérant pour les autres. Alors, faut quand même noter qu'il y a eu un gros travail, ça va être Jasper De Beust, du kilomètre jusqu'à, disons, 700, 600 mètres. Bon, il fait quand même un gros travail pour bien étirer le peloton, ce qui permet aussi à Philipsen, qui est certes 5-6e, mais de pas avoir trop à frotter pour pas perdre de place trop bêtement. Alors tu sais quoi, Étienne, regarde, je me suis remis les images du sprint devant les yeux. Donc aux 800 mètres, il y a un Alpecin qui se relève, c'est Kragh, Andersen ou Rickaert. Et ensuite De Beust, et après ça lance, t'as Stuyven qui dépose Pedersen, et ensuite t'as les Jayco Alula pour déposer Dylan Groenewegen. Ça roule, gros travail, là on est aux 400 mètres, je vous commente l'arrivée un peu en direct. Et puis t'as les Uno X avec Weinskold qui va emmener Alexander Kristoff. Là on est à 250 mètres de la ligne d'arrivée, Kristoff qui lance le sprint, Groenewegen aussi, avec Philipsen qui est encore dans la roue, il est dans la roue de Groenewegen, encore allé à 150 mètres de l'arrivée, et puis Jasper Philipsen qui lance le sprint, avec Dylan Groenewegen qui termine 2e, Phil Bauhaus 3e, et Brian Cocker qui termine 4e, mais finalement, il est resté enfermé, entre guillemets, ou dans les roues, jusqu'à 100 mètres, 150 mètres de l'arrivée, même pas aller une centaine de mètres de l'arrivée, et ensuite il a déboîté Groenewegen comme à l'entraînement. Exactement. Tu vois, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mais c'est quoi? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il est si supérieur que ça, Jasper Philipsen, ou alors c'est que les autres ils sont démoralisés à l'idée d'emmener un sprint contre lui maintenant? Je pense quand même qu'il est vraiment plus fort, parce que Groenewegen, il y croit, il lance vraiment, il y croit, mais vraiment il n'y a rien à faire. Il se fait déborder, comme je dis, j'ai l'impression que c'est un cadet face à un senior. Tellement la différence est frappante. Et Groenewegen fait 2 en résistant à tout le monde derrière, ce qui prouve qu'il avait quand même plutôt bien géré son affaire. Mais c'était comme à l'époque de Kittel ou de Cavendish, tu as beau bien gérer, si l'autre est dans ta roue ou lance en même temps, il n'y a rien à faire. Et puis pour les sprinters, ça marche beaucoup à la confiance, dans un sens comme dans l'autre, et sur le Tour de France,
on a souvent vu la loi des séries et des séries vraiment s'instaurer pour les sprinters avec des victoires en série. Je pense forcément à la dernière série, c'était celle de Mark Cavendish quand il en avait gagné 4 avec la Quick Step à l'époque. Plus tôt dans le passé, t'avais parlé de Kittel, il y avait Greipel aussi qui en avait gagné une flopée. Il y avait Gaviria qui en avait gagné aussi pas mal. Tous ces grands sprinters en avaient gagné pas mal dans le passé. Peter Sagan aussi, il en avait gagné une flopée à l'époque. Caleb Ewan, il me semble, on gagne 2 ou 3 en 2019. Caleb Ewan, exactement. T'avais aussi, je sais pas, si tu remontes plus loin, les Alessandro Petacchi avant qu'il abandonne en montagne aussi. Bon, c'est la loi des séries aujourd'hui, la loi des séries, elle est donc en faveur de Jasper Philipsen. Bon, on va passer rapidement sur le point Philipsen, il n'y a pas grand chose à dire au final, mis à part dire que ça va être le deuxième point, c'est qu'il était un peu seul aujourd'hui. Je rappelle le classement de l'étape quand même, on fera le point classement plus tard, on va passer au deuxième point. Le deuxième point dont je voulais parler, c'était Mathieu Van Der Poel qui est malade, et ça c'est Jasper Philipsen qui l'a déclaré au micro de France 2 après l'arrivée, lors du podium protocolaire. Donc Mathieu Van Der Poel malade, on l'avait vu se relever, aller à quoi, à 2 bornes de l'arrivée, plutôt à 2 bornes de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel, je vais chercher son classement dans cette étape-là. Il termine 132e à 1 minute de Jasper Philipsen. Et donc Mathieu Van Der Poel, bon, malade. Pourtant, il a tenté de s'échapper hier avec Wout van Aert. Est-ce qu'il y a un chaud-froid, froid-chaud, peut-être pour Mathieu Van Der Poel? Bon, on sait pas, hein, on va supposer. Voilà, c'est du cyclisme supposition là, attention. Hein. Si c'est le cas pour lui, c'est inquiétant parce que son prochain objectif, c'est le championnat du monde. Ça va arriver dans 3 semaines à peu près. À Glasgow et avec un temps qui pourrait être similaire à celui d'aujourd'hui. Tout à fait, mais c'est surtout que s'il est vraiment malade, déjà pour lui, il vaudrait peut-être mieux qu'il songe à abandonner sur les routes du Tour. Il faut récupérer derrière. S'il est malade comme un chien pendant une semaine, ça risque le pourcentage, les 2-3% de forme en moins peuvent lui manquer dans un final de championnat du monde où il faut emmener de la bracasse, répondre à des attaques. Ouais, mais puis d'ailleurs, faudra, alors je vais pas dire s'inquiéter, mais on va tout de suite se remettre en tête l'épisode Covid du Tour d'Italie. Espérons que le Covid n'est pas revenu. On sait que, bon voilà, moi j'ai été sur le Tour une semaine. À chaque fois que les coureurs se présentaient face à nous journalistes, on devait avoir le masque. Quand tu rentrais dans une zone barriérée, dans la zone barriérée du paddock, avec les bus et tout, tu devais à chaque fois mettre le masque. Les spectateurs qui étaient derrière les barrières, on était à 2 mètres, hein, même pas de distance, les supporters, eux, n'avaient pas de masque. Alors il a fait beau jusque-là. Bon, j'ai envie de te dire que le Covid ne circule pas tant que ça, avec ces fortes chaleurs. Mais peut-être que, et c'est une idée émise sur France Télévisions après, notamment par Thomas Vauclair, après sur l'interview de Philipsen lors du podium protocolaire, peut-être qu'à force de s'arroser d'eau froide avec la chaleur d'hier, mais peut-être qu'il était malade à cause de ça. Mathieu Van Der Poel, bon, après, on va pas s'alarmer non plus que ça. Attention Étienne, on va pas s'alarmer. Je t'interromps Guillaume, le Covid circule pas pendant la chaleur. L'année dernière, je sais plus si c'est l'année dernière ou en 2021, mais je crois que c'est l'année dernière. Il y a une hécatombe sur le Tour de France de Covid, une hécatombe au Dauphiné libéré, et on a eu le mois de juin et juillet le plus chaud de l'histoire en France. C'est pas faux. T'as raison. Alors, je veux pas corréler, attention, je corrèle pas, je suis pas spécialiste Covid, hein, je corrèle pas le Covid, la chaleur et tout. Et je dis juste que pour l'instant, on n'a pas eu de cas Covid avéré. Alors, faut dire aussi que, et c'est peut-être ce qui avait été, c'est aussi ce qui avait été un peu dit lors du dernier Tour d'Italie, c'est que certains étaient positifs. Mais bon, on n'était pas obligé de les retirer, les coureurs, tout simplement. Donc ça faut le dire aussi. Voilà, espérons juste que le Covid n'est pas revenu, que ça va pas nous plomber cette suite de Tour de France. Et puis de toute façon, Mathieu Van Der Poel, je pense qu'Étienne, on va voir dès demain s'il est malade ou non. Hein. On va le voir dès demain. S'il se retire du Tour, c'est qu'il est malade, c'est qu'il veut se soigner pour les championnats du monde. S'il tente de rentrer dans l'échappée pour une étape, alors que c'est une étape pour baroudeur, bon, là on sera plutôt rassuré. Tout à fait, c'est clair. Bon, on va passer vite fait sur ce point, hein. On va pas s'éterniser non plus sur Mathieu Van Der Poel, mais il fallait quand même le dire. C'est vrai que ça fait suite à une déclat de Jasper Philipsen après le podium. Mathieu Van Der Poel, la transition, Wout van Aert. Moi, je voulais en parler, Étienne, quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais Wout van Aert, encore une fois, il n'arrive pas à se dégager de la nasse. Il n'arrive pas à se dégager de la bulle là, dans cette bulle de sprint. Il termine 9e de l'étape. Bon, Wout van Aert, il va absolument en mettre une avant de partir pour l'accouchement de sa femme. J'espère qu'il va réussir et demain, ça pourrait être un profil pour lui. Alors Guillaume, je reviens sur un point que tu as dit tout à l'heure quand tu as fait ta présentation des 3 points. Vas-y. Tu as dit que Wout van Aert n'était pas un pur sprinter. Ouais.
je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui, l'année dernière, première étape du Tour de France, deuxième étape du Tour de France, deuxième. En 2021, il gagne au champ. En 2020, il gagne une étape ou 2 étapes au sprint massif. Oui, mais c'est parce que c'est un énorme coureur. C'est parce qu'il est très fort. Mais en pur sprinter, vraiment, je te parle de, les purs sprinters, c'est les Philipsen, c'est les Groenewegen, c'est les Bauhaus, c'est les 3 premiers d'aujourd'hui. C'est même des Brian Coquard ou des Mats Pedersen. Ces mecs-là sont des purs sprinters. J'en viens à ce que je voulais dire. C'est que pour moi, il est tout simplement moins fort. Je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. Il est tout simplement moins fort qu'en 2022. Alors, il est fort, hein, attention, je dis pas que c'est devenu un coureur mauvais, mais il est juste moins fort que ce qu'il était l'année dernière, où il fait 2-2, le lendemain il fait ce qu'il veut à Calais. En montagne, il a fait des numéros énormes. Je pense qu'un Wout van Aert le Wout van Aert de 2022, l'année dernière, il saute pas après avoir tenté d'attaquer sur l'étape d'Issoire. Clairement, il est devant. Donc, il est juste, alors, ça reste un excellent coureur, mais il a pas ce truc, il lui manque un truc, et j'ai l'impression que c'est un peu son fil rouge de ce début de saison. Il lui manque un peu un truc cette année. Alors, je vais nuancer avec 2 points ce que tu viens de dire, Étienne. La première chose, le premier point, en tout cas la première nuance, c'est que Wout van Aert, faut pas oublier le travail qu'il a fait dans le Tourmalet notamment, et l'étape de Cauterets. Ouais, il fait un travail de dingue. Il fait un travail de dingue pour Jonas Vingegaard. L'année dernière, c'était déjà le cas. Alors vas-y, je vais passer au deuxième point après. C'était déjà le cas. Il sauve la tronche de Vingegaard sur les pavés. Il roule comme une brutasse pendant 60-70 km. Il ramène tout le monde, le Vingegaard sur Pogačar, ou à 20 secondes de Pogačar. Sur le Granon, il roule comme une brutasse sur la plaine entre les 2 cols, en ayant lui-même fait le télégraphe et le calibier quasiment à fond. Tu le vois après, je pense qu'il a quand même fait un début de tour où il a lâché beaucoup de jus en 2022. Enfin, il a fait énormément d'efforts. Il en fait pas plus cette année que l'année dernière. Alors, tu vas voir, c'est le deuxième point que je voulais aborder derrière, c'est que si Wout van Aert est peut-être moins fort aujourd'hui malgré tous les efforts qu'il a fait, ben c'est aussi parce qu'il est championnat du monde qui arrive dans peu de temps. Et tu en parlais pour Mathieu Van Der Poel. Eh ben, le Tour de France, ça intervient aussi dans sa préparation pour les championnats du monde. Malgré tout ce qui peut se dire dans cette équipe de Belgique, et il y a des gros débats, et je pense que dans le podcast qu'on fera juste avant les mondiaux, va falloir qu'on revienne pour encore ces telenovelas qui s'annoncent dans l'équipe de Belgique avec les pros Evenepoel, les pros Van Aert et Evenepoel qui part sur la Vuelta. Donc peut-être que ça va un peu libérer, entre guillemets, Wout van Aert dans la course en ligne pour les championnats du monde. Bon, bref, on verra ça dans cette telenovela qui va encore nous suivre pour quelques temps, pour 1 mois encore jusqu'au championnat du monde. Mais Wout van Aert, il est tout simplement en préparation pour les mondiaux, il veut être champion du monde. Et ben voilà, on est à un mois des championnats du monde, ça sert à rien d'être au top maintenant. Tous les efforts qu'il fait maintenant, ça va être pour être plus fort dans 1 mois. Et au final, bon voilà, je m'inquiète de pas le voir gagner, mais pourtant toutes les places qu'il a pu faire en étant enfermé, ça prouve aussi qu'il a une bonne jambe. Dans les efforts qu'il a fait dans l'étape du Tourmalet et de Cauterets, ça prouve quand même qu'il a de bonnes jambes, et peut-être qu'on va le revoir encore dès ce week-end avec des étapes difficiles. Bon voilà, je m'inquiète pas plus que ça. Je suis juste déçu de voir que Wout van Aert n'arrive toujours pas à se dégager du sprint. En fait, c'est juste ça. Moi, s'il se dégageait du sprint et qu'il faisait une 3e ou 4e place, comme Bauhaus et Coquard, j'aurais pas fait un point à Wout van Aert. Là, c'est juste que il est emmené, Christophe Laporte fait le boulot pour lui, et il reste enfermé. Ouais, il reste enfermé, en fait. Je suis d'accord avec toi. Tu reviens sur les championnats du monde, mais il a déjà voulu faire ça pour les Flandriennes, faire du travail avant. On l'a vu bosser énormément à Tirreno Adriatico. Alors, Paris-Roubaix, c'est clair qu'il crève au pire des moments. D'un autre côté, est-ce qu'il aurait lâché définitivement Van Der Poel? Il n'y a rien qui nous permet aujourd'hui de l'affirmer. Et au Tour des Flandres, qui était quand même son premier énorme objectif, il se fait démolir par Pogačar et même par Mathieu Van Der Poel. Donc même en ciblant, je pense que Wout van Aert, quand il veut cibler, c'est un coureur entier. C'est quelqu'un qui a besoin de se livrer, de pas trop se mettre de limites. Et j'ai l'impression qu'il s'est bridé cette année. On sait pas trop pourquoi, mais il se bride et je pense que ça lui réussit pas tout simplement. Je pense qu'il se met aussi des barrières. Et c'est un coureur à qui ne doit pas se mettre de barrière, justement. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il se met des barrières. Je pense que il est aussi aujourd'hui dans un profil de coureur, et aujourd'hui, Wout van Aert est un coureur qui arrive à maturité. Il a 28 ans. Il aura 29 ans au mois de septembre, au 15 septembre. Wout van Aert, il a trouvé un peu, tu sais, pendant pas mal de temps, on se disait, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, faut qu'il joue le classement général du Tour de France, faut qu'il joue telle place, faut qu'il joue telle course, etc. Faut qu'il joue ci et ça. Bon, à 28 ans, ils ont trouvé leurs caractéristiques principales les plus fortes. Bon, voilà. Et Wout van Aert,
est beaucoup plus linéaire dans ses efforts et beaucoup plus et moins explosif en fait par exemple qu'un Mathieu Van Der Poel. Et ce qui fait que Wout van Aert est aussi un excellent rouleur contre la montre aujourd'hui, qu'il sera peut-être, s'il est encore sur le Tour de France, l'un des favoris pour le contre-la-montre qu'il y aura en 3e semaine, ce cours contre-la-montre, qui sera l'un des favoris pour les championnats du monde. Il me semble qu'il fait les mondiaux de contre-la-montre. Il a été champion de Belgique du contre-la-montre en juin dernier. Bon, et puis au final, sa période de Flandrienne, tu me parles du Tour des Flandres, il fait 4e du Tour des Flandres, derrière qui? Pogačar, Van Der Poel, Mats Pedersen. Et derrière, il fait 3e de Paris-Roubaix, derrière qui? 3e de Paris-Roubaix, derrière Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen. Bon, voilà, ça a été à Wout van Aert qui était allé moins aérien que l'année dernière. Il est moins aérien, là, c'est juste que pour moi, c'est la preuve là que c'est pas un pur sprinter, parce qu'un pur sprinter, sur tous les sprints qu'il y a eu depuis le départ du Tour de France, il aurait réussi à trouver l'ouverture, à trouver un moment donné, mais là à chaque fois, malgré le travail qui est fait pour lui, il est enfermé, il n'arrive pas à trouver cette ouverture au bon moment, le bon timing pour aller gagner l'étape. On l'a vu notamment à Limoges avec tout le travail qui a été fait. Étienne, est-ce qu'il y a un point supplémentaire dont tu aimerais parler sur cette 11e étape du Tour qui a été parcourue aujourd'hui entre Clermont-Ferrand et Moulins? Rapidement, non. Je l'ai évoqué brièvement, Danielos, qui a été courageux, qui a joué le jeu de l'échapper jusqu'au bout. À la limite, on pourrait s'interroger sur le fait qu'il n'y ait pas plus de 2 ou 3 coureurs dans ce genre de profil d'étape. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre ces étapes attractives pour les baroudeurs? Là, je pense qu'il faudrait presque un podcast entier pour en parler, donc je vais éviter de m'étendre trop sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un peu triste de voir 2 ou 3 coureurs, de voir un peloton qui les laisse à 1:30, 2 minutes. Bon, c'est vrai que ça motive pas forcément à partir à l'avant, sachant que à part un dossard du plus combatif, qu'on voit même plus en 2023 parce qu'il est gris et plus rouge. Donc, c'est vrai que je peux comprendre que tu veuilles rester au chaud et te réserver pour des étapes, disons, où les baroudeurs ont plus de chance. Alors, je vais te relancer sur ce point. Moi, je te dis, sur ces étapes-là, sachant que, par exemple, Jasper Philipsen est très fort, pourquoi Jayco, Bahreïn, Lidl Trek, par exemple, ils n'envoient pas quelqu'un dans l'échappée? Et ils disent, Alpecin de Koenig, vous voulez la victoire? Messieurs, allez-y, prenez le contrôle du peloton, nous on va pas passer un relais, on met les gars dans les échappées, vous fatiguez, et nous après, si le peloton revient, on ira, on entourera après nos sprinters dans l'emballage final. Mais pourquoi pas? Après, c'est quelque chose qui s'est jamais vraiment fait. Et allez-y messieurs, aujourd'hui les gars ils tentent plus. Dans les échappées, regarde, sur une étape comme aujourd'hui, Étienne, t'as un début d'étape, avec un peu de dénivelé, le final est assez plat, mais regarde, avec un peu de vent, avec la pluie, t'en as parlé de la pluie, il y a eu de la pluie et du vent aujourd'hui sur l'étape du Tour. Mais pourquoi Jayco, Bahreïn et tu vois, Bahreïn ils peuvent mettre, je sais pas, un Fred Wright dans l'échappée par exemple. On tente, voilà. Et vous savez quoi, le pacing de Koenig, vous êtes si fort que ça. Nous, on s'est fait battre 3 fois. On s'est fait battre 3 fois par Philipsen. Bon, écoute, on va pas attendre une autre joue pour se faire gifler. Allez-y, prenez le contrôle du peloton, nous on passera pas un relais et puis voilà. Ça peut aussi être vu comme un désaveu pour son sprinter. Alpecin, ils ont quoi comme intérêt à rouler? De toute façon, Philipsen, oui, une victoire en plus, je te l'accorde, c'est toujours important. Le maillot vert, il est déjà quasiment plié, sauf catastrophe. Derrière, tu aussi, si l'échappée va au bout, déjà t'as pas l'assurance de gagner avec ton mec qui est à l'avant. Si Bahreïn avec Fred Wright, ouais, pourquoi pas, mais tu désavoues complètement ton sprinter aussi. Tu dis écoute, pas vraiment. Après, le sprinter est désavoué de lui-même avec ses résultats, il n'arrive pas à gagner et à battre Philipsen. Oui, mais tu parlais de cette confiance tout à l'heure. Je pense que les sprinters, même s'ils sont en difficulté, ils ont besoin de savoir qu'ils sont entourés, que l'équipe travaille. Ça les motive, et là c'est vrai que t'es un Jacobsen, un Ewan ou même un Groenewegen qui fait 2, tu te dis l'équipe elle travaille pas pour moi, ça sert à quoi que j'y aille? Philipsen il m'a écrasé 3 fois en 3 sprints. Ouais, bien sûr. C'est un coup à encore plus exploser dans la tête. C'est sûr. Bon allez, on va passer au classement de cette étape, Étienne, de la 11e étape du Tour de France, donc entre Clermont-Ferrand et Moulins, 180 km aujourd'hui, donc la victoire
du maillot vert, Jasper Philipsen qui s'impose au sprint devant Groenewegen, Bauhaus, Coquard, Pedersen, ça c'est pour le top 5. Le top 10 est complété par la 6e place par Christophe, Luca Mozzato de la Arkea Samsic encore une fois dans le top 10, 7e, Peter Sagan, Wout van Aert et Sam Welsford font 8, 9, 10. Très rapidement, je vous mets, allez, on va dire de la 11e à la 17e, allez, de la 11e à la 17e place derrière, vous allez voir un peu que il y avait une quinzaine de sprinters qui ont tenté de s'immiscer dans ce sprint, mais que le plateau est tellement énorme que rentrer dans le top 10 c'est déjà pas mal. 11e Meus, 12e Boll, 13e Girmay, 14e Strong, 15e Ewan, 16e Jacobsen, qui est pas du tout en forme, le champion d'Europe, 17e Soren, Warren Skjold qui a emmené, donc pour Alexander Kristoff, il y a une cassure dans le final, parce que derrière Warren Skjold, entre Warren Skjold et Jonas Vingegaard, 18e, il y a 7 secondes d'écart, ou en tout cas une cassure avec 7 secondes pour Vingegaard, et quand Vingegaard a passé la ligne d'arrivée, il s'est retourné pour voir où était Tadej Pogačar. Bon, il était juste derrière, 20e, avec Trentin 19e, voilà un peu pour le classement. David Gaudu qui a été remonté dans le final pour faire 23e de l'étape. Bref, pas de changement au classement général, pas de changement. Le seul changement, c'est à la 25e place où Skelmose a dû se relever dans le final et Wout van Aert. Voilà, et avec Wout van Aert qui monte à la 25e place. Ouh là là, attention. Le maillot jaune toujours pour Vingegaard, 17 secondes devant Pogačar, 2,40 devant Jay Hindley. Carlos Rodriguez, 4,22. Le classement par points, attention. Jasper Philipsen, 323 points. Brian Coquard, 178. Pedersen, 159. Wout van Aert, 120. Jordi Meus, 96. Avec le sprint intermédiaire aujourd'hui qui était remporté par Mathis Louvel devant André Amador, Daniel Haas et Jasper Philipsen qui avait fait les points devant Brian Coquard. Bon, allez, on va passer maillot à poids toujours pour Nelson Poles, maillot blanc toujours pour Pogačar et le classement par équipe toujours pour Bahreïn Victorious. Étienne, tu veux rajouter un point sur les classements? Oui, on parlait justement du maillot vert. C'est vrai qu'on a beaucoup fustigé le fait que le maillot à poids soit pas disputé ces dernières années ou qu'il revienne un leader du classement en général. Enfin, le maillot vert, ça fait combien de temps qu'il a pas été vraiment, à part 2020, où il y a eu une énorme bagarre entre Bennett et Sagan, où Sam Bennett a vraiment été énorme pour aller chercher ce maillot vert. Mais c'est la seule fois depuis l'avènement de Sagan où il y a vraiment eu un vrai suspense pour ce maillot. On se fait chier aussi sur le maillot, la bagarre pour le maillot vert. Bah, tu sais quoi, je suis en train de remonter les années. Je suis en train 2020, de remonter un peu 2017, mais Kita l'abandonne. Donc, oui, 2020, Sam Bennett, 380 points, Peter Sagan, 284. Oui, mais il y a quand même eu une bagarre, remonte les étapes, tu vois plusieurs fois. Alors, en fait, tu vois sur les étapes escarpées, tu vois beaucoup la Bora tenter de rouler pour faire exploser Sam Bennett. Ils ont parfois réussi. Malheureusement, à chaque fois, Peter Sagan n'a jamais réussi à faire top 3. Il faisait souvent 7-8e parce qu'il commençait déjà, à mon sens, un peu à décliner. Mais il y avait quand même une bagarre avec la Bora, même les deux qui se glissent en échappée, je sais plus où, là, sur toutes les dernières étapes, avant le chrono de la planche, tu vois les deux qui filent devant. Donc, il y avait quand même une bagarre. Et c'est la seule fois où on a vraiment vibré un peu pour le maillot vert. D'ailleurs, allez, j'ai remonté en 2010, Étienne, pour avoir vraiment un écart faible au classement par points. Petaki devant Cavendish. Ouais. T'avais 11 points d'écart au final à Paris, avec même Torushoft qui était pas très loin, seulement 21 points d'Alessandro. C'est intéressant aussi, Petaki. Où tu vois Torushoft qui fait qui fait une échappée en solitaire dans une étape de montagne. À l'époque, c'était pas 20 points, c'était 3 sprints intermédiaires qui rapportait 6 points chacun. Il avait glané 18 points et il avait renforcé son maillot vert ce jour-là face à un Cavendish, chasseur d'étape, mais qui avait perdu des gros points sur certains sprints. Demain, étape pour baroudeur selon moi, entre Roanne et Belleville en Beaujolais, 169 km au programme, avec 2 cols de deuxième catégorie dans le dernier tiers de l'étape, avec le col de la Croix-Montmain et le col de la Croix-Rosier, avec au sommet du col de la Croix-Rosier des secondes bonus. Donc on aura aussi un col de troisième catégorie. On va dire qu'une fois que le sprint intermédiaire sera passé, bon, ça sera les montagnes russes jusqu'à Belleville en Beaujolais, avec le sommet donc de ce col de la Croix-Rosier où il y aura les secondes bonifs. Le sommet sera à 28 km de l'arrivée. Est-ce que ça sera une étape comme hier, une étape pour baroudeur? Pour moi, oui, en tout cas. Guillaume, est-ce que tu te rappelles l'étape de Torino sur le Giro 2022? Vas-y, remets-la moi en tête, je vais aller voir le résultat. Moi, j'ai le profil sous les yeux et je trouve que, alors,
je trouve qu'il ressemble un peu à celui de demain, si ce n'est que malheureusement la dernière bosse demain est un peu plus loin que l'arrivée. Et c'était une étape qui avait été gagnée par Simon Yates où il y avait eu peut-être la plus grosse bagarre de ce Giro avant la dernière étape de montagne. Ça avait bagarré, ça avait attaqué dans tous les sens. Les mecs étaient tout seuls au bout à 40 bornes de l'arrivée. Enfin, je me dis que pourquoi pas, avec les dégénérés qu'on a actuellement sur le classement général, un Pogacar ou un Vingegaard qui se font la guerre à 40 bornes de l'arrivée, c'est pas un scénario que je pourrais exclure, moi. Ouais, je viens de regarder le profil. Bon, c'est vrai que ça pourrait faire penser à cette étape-là. Maintenant, moi, j'ai une interrogation, c'est que l'étape du Grand Colombier, ça sera le lendemain, qu'il va y avoir besoin de force derrière pour cette étape du Grand Colombier. Donc moi, c'est pour ça que je te dis que c'est une étape pour baroudeur, parce qu'au final, les étapes suivantes, elles seront pas si faciles que ça pour les baroudeurs. Hein. Moi, d'accord. Normalement, ça devrait être pour favori dans 48 heures au Grand Colombier. Et puis après ça va être quand même difficile. Hein. Tu regardes, arriver à Morzine ensuite, arriver à Morzine samedi avec au programme le col de la Ramasse, le col de Jouplane. Bon bref, ceux qui ont fait l'étape du Tour cyclo dimanche dernier, ils s'en souviennent encore. Et puis la 15e étape avec l'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc. 180 bornes, col de la Croix-Frie, et puis la montée vers Saint-Gervais-Mont-Blanc. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai mais je pense qu'on raisonne trop encore en cyclisme classique. Et avec ces deux-là, on n'est plus dans le cyclisme classique. On est dans un cyclisme total. On les a vus être capables de s'envoyer la tronche dans le Tourmalet alors qu'il restait 50 bornes, dont de la vallée. Non, je me méfie avec eux. Je pense que ça sera pour les baroudeurs, mais rien n'est exclu avec ces deux-là, surtout avec Pogacar d'ailleurs. Ouais, bon, allez, ton pronostic pour cette 12e étape du Tour. Tu me prends de court. Alberto Bettiol. Alberto Bettiol. Donc échappé. Et toi, Guillaume? Maintenant que tu m'as bien pris de court. Tu me prends de court aussi, j'ai envie de te dire. La question. Je te tente un Wout van Aert, je sais pas, ou alors attends, je vais regarder juste le classement général avant pour voir où on en est, parce que il y a un nom comme ça qui me vient en tête, il s'appelle Mathias Skelmose. Ouais, on l'a déjà vu à Issoire, pas si loin de la gagne. Maintenant, je trouve qu'il va en déclinant quand même. Skelmose, c'est plus le Skelmose du Tour de Suisse et du début du Tour de France. J'ai peur. Je sais pas si tu te souviens du Tour. Alors, je fais encore une référence historique, mais rappelle-toi un Tony Galopin sur le Tour de France 2015. Énorme dans l'étape de la Pierre Saint-Martin, il fait top 10. Il se retrouve. Oui, mais Skelmose grimpe beaucoup mieux que Tony Galopin. Oui, mais sinon, tu pourras tenter encore un Barguil, encore un Alaphilippe. Barguil avait une bonne jambe aussi dans l'étape. Il est possible que Skelmose soit sur une pente descendante et que la fatigue rattrape ou dépasse même ses capacités de grimpeur. C'était en ça que je voulais venir. Comme un Galopin qui avait explosé, qui avait tenté de prendre les échappées en 3e semaine, mais qui était largué parce qu'il y avait plus d'essence dans le moteur. Ouais, mais peut-être aussi que le fait de se relever dans l'étape du jour, c'est peut-être pas anodin non plus. J'ai essayé de regarder le classement de Skelmose, tu regardes, il est avec Ciccone dans le groupe à 1 minute. Et dans ce groupe à 1 minute, t'as qui? T'as Jack Haig, t'as Rui Costa, t'as Skelmose, t'as Ciccone, t'as Michael Woods encore qui est dedans, Mathis Wouvel qui était en échappé aujourd'hui, Warren Barguil qui est dans ce groupe, Cosnefroy, Bettiol qui est dans ce groupe. T'as Van Der Poel aussi, on va voir demain s'il va s'échapper. Matej Mohoric qui avait tenté, peut-être une étape pour Matej Mohoric aussi. Tac, Victor Lafay, Pierre Latour, qui eux terminent à 2,09. Et Pipipip et Egan Bernal encore à 2,09. Bon, et pourquoi pas? Bon voilà, je vais te dire Mathias Skelmose pour la cote. Comment? C'est plat pour Bernal à la fin. C'est vrai, c'est pas faux. Et Egan Bernal, je pense qu'il se met à la planche aujourd'hui. C'est pour ça que Bettiol me tente bien parce que on l'a vu faire des trucs énormes dans la moyenne montagne. Et puis on sait que c'est pas le plus mauvais quand il faut conclure une échappée non plus. C'est sûr. Je te remercie Étienne, merci d'avoir été avec moi pour ce débrief de la 11e étape du Tour, la victoire de Jasper Philipsen, donc à Moulins. Merci Étienne. Merci à toi Guillaume et puis à très vite pour Vélo Podcast.
bon courage pour la suite. Ah ouais, Vélo Podcast, c'est comme au bar, on se sert, mais Vélo Podcast, c'est gratuit. Ça, c'est la phrase de FP qui nous reste en mémoire pour encore des années et des années. Et si les auditeurs savaient les conditions de ce podcast? Pour enregistrer, oui, on fera un best-of un peu plus tard. Oh oui. Bon, allez, on vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Vélo Podcast. On se retrouve demain après la 12e étape du Tour avec cette arrivée à Belleville-en-Beaujolais. Ciao, ciao. Ciao.